Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve effectivement pour ces podcasts du lundi midi. Il y avait une petite pause la semaine dernière, Pâques oblige. Ça faisait aussi du bien parce qu'on avait quand même pas mal carboné sur toute la série sur la Révolution et quand même dernièrement avec ce très très chouette entretien avec Johan Tortevoix sur la profession d'éducateur spécialisé, un entretien vraiment intéressant. D'ailleurs, il y a de très fortes chances que Johan revienne dans l'émission, cette fois-ci pour parler du RGPD et de toutes ces problématiques sur la conservation des données, une problématique qui est évidemment sensible dès lors qu'il est question du secret professionnel inhérent à la profession d'avocat. Peut-être pour lundi prochain, les choses vont se clarifier au cours de la semaine, précisément. Bon, et aujourd'hui, je vous propose un thème, alors là, on revient avec, on quitte définitivement l'histoire du droit pour s'intéresser à une problématique extraordinairement contemporaine, qui est celle de l'aide juridictionnelle. Voilà. Alors, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire, c'est à la fois un dispositif qui est bien connu du grand public, avec son penchant privé, c'est-à-dire la protection juridique, mais dont les détails sont parfaitement méconnus, tant des justiciables, à mon avis, que des acteurs, et je le dis en toute humilité, parce que, véritablement, les règles de gouvernance de l'aide juridictionnelle relèvent d'arcanes qui me sont très probablement, pour la plupart, parfaitement inconnus, dans la mesure où ça fait intervenir plusieurs acteurs. D'abord le bureau d'aide juridictionnelle qui est en charge d'étudier les conditions d'octroi de cette aide juridictionnelle, dont on verra que effectivement elle repose sur plusieurs conditions et que cette aide juridictionnelle peut être variée, en somme totale à 55% ou à 25%. Déjà, dès qu'on parle de 55 ou de 25%, il faut expliquer au client que ce n'est pas la prise en charge du montant des honoraires, mais seulement 55 ou 25% de ce qu'aurait donné l'État en cas d'aide juridictionnelle totale, et que donc cette aide vient en complément de ce que peut demander l'avocat au titre de ses honoraires. Donc rien que là, il y a la plupart du temps une complexité, certaines difficultés à appréhender la chose. Se rajoutent aussi évidemment les différents services juridictionnels proprement dit, les greffes qui sont en charge de délivrer l'attestation de fin de mission. Or, certaines missions peuvent s'étaler sur des mois, voire des années, notamment en matière correctionnelle où on peut avoir des renvois sans cesse sur intérêt civil. Voilà. Et enfin, dernier acteur essentiel, ce sont les CARPA, les caisses de règlement pécuniaires des avocats, qui sont les organismes qui sont en charge d'accueillir les fonds qui transitent entre avocats, entre protagonistes d'un même procès, mais qui sont aussi en charge de reverser cette aide juridictionnelle une fois que les conditions d'octroi et attestation de fin de mission sont bien réunies. Et si tout se passe bien, normalement, voilà, on reçoit des émoluments au titre de l'aide juridictionnelle. Cependant, il arrive quand même bien souvent qu'il y ait des couacs, soit parce que les documents afférents à l'enclenchement du règlement ne sont pas constitués, ou bien alors il y a un problème. Par exemple, dans l'attestation de fin de mission, on n'a pas coché la bonne case. Et donc, hop là, de la CARPA, ça va à l'avocat qui doit reprendre contact avec le greffier et la greffière pour faire une rectification. Mais si le greffier et la greffière qui était présent à l'audience n'est plus présent parce que arrêt maladie ou parce que vacances, il va falloir attendre son retour. C'est très compliqué. Très compliqué, et pour autant, c'est absolument essentiel, parce que l'aide juridictionnelle, c'est le nerf de la guerre, pas seulement parce qu'il est question de la rémunération de l'avocat, même si évidemment tout le monde comprendra que c'est un enjeu essentiel, majeur, mais pas uniquement par la protection, par l'aide juridictionnelle, c'est ce qui va venir rémunérer, par exemple, tous les actes des commissaires de justice, et surtout, et ça s'y prête de plus en plus, les expertises judiciaires qui conditionnent dans énormément de contentieux, justement, l'enclenchement d'une procédure judiciaire.
ce qui pose effectivement beaucoup de soucis, parce que cette aide juridictionnelle, elle est absolument capitale pour nombre des justiciables. Ne serait-ce que voilà, il faut quand même se rendre compte que les taux d'accessibilité à l'aide juridictionnelle sont assez représentent une bonne part de la population, puisque pour avoir l'aide juridictionnelle totale, il faut percevoir, alors je mets de côté les problématiques liées au foyer, au nombre d'enfants en charge, etc., tatiata, mais grosso modo, c'est moins de 1100 € par mois. Bon, moins de 1100 € par mois, c'est une bonne tranche de la population, hein. C'est quand même là. Et puis, derrière cette aide juridictionnelle, même si elle revêt énormément d'inconvénients, on s'intéresse aussi aux justiciables qui sont, par définition, les plus fragiles. Et donc ceux qui ont le plus besoin de la justice. En vérité, c'est ceux qui peuvent se faire le plus abuser, et effectivement, qui sont les plus précaires pour se défendre. Là où dans d'autres milieux sociaux, on va pouvoir recourir à des modes alternatifs de règlement des conflits, comme l'arbitrage, par exemple. Ce qui fait que cette aide juridictionnelle, elle est fondamentale, et pour autant, elle est très compliquée. Alors, moi je suis jeune avocat, j'ai prêté serment en 2017, je suis dans un petit barreau, évidemment l'aide juridictionnelle constitue une part présente dans mon paiement mensuel, dans mes revenus. Néanmoins, très clairement, je ne compte pas dessus. Voilà, c'est-à-dire que je considère que c'est du bonus. Je ne compte pas dans ma configuration intellectuelle, et évidemment, d'un point de vue comptable, elle figure, mais je me refuse à le voir autrement que comme un bonus. Je ne compte pas sur l'aide juridictionnelle. Pourquoi ? Parce que déjà, la plupart du temps, sauf cas très particulier, on y reviendra sur le dispositif de l'aide juridictionnelle garantie, par définition, une aide juridictionnelle n'est jamais acquise. Voilà. Moi, je considère que c'est beaucoup trop incertain, et que, voilà, typiquement, j'ai eu une attestation de fin de mission en juin, pour un procès correctionnel qui a duré, vraiment qui s'est étalé dans le temps, sur 2 journées. Je ne suis pas payé. Voilà. Parce qu'il y a eu différents couacs, et ceci, et cela, et tati, et tata. Et j'en peux plus, en fait, moi de gérer ça. C'est-à-dire, moi je gère déjà ma comptabilité et mon recouvrement des honoraires qu'on fait l'objet d'une convention d'honoraires, mais non, je perdrai pas plus de temps pour quelque chose que j'estime, en fait, qui vient en dédommagement de l'aide au service public que j'accorde. Alors, certes, évidemment, l'un des enjeux de l'aide juridictionnelle, c'est la question de son montant, mais il faut quand même pas oublier que l'aide juridictionnelle n'est pas en tant que telle une rémunération, c'est un dédommagement, c'est une indemnité, parce que autrefois, on avait la noblesse du pro bono, c'est-à-dire les avocats prenaient des dossiers gratuitement. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec la massification des contentieux, ce n'est plus possible. Néanmoins, qui dit massification posait effectivement un problème au niveau de ce caractère pro bono, c'était plus tenable en fait. Je veux dire, le soutien aux justiciables les moins fortunés était véritablement mis en péril avant que l'on procède à une forme de systématisation de l'aide juridictionnelle, bon, qui remonte, veut dire les projets, ils remontaient déjà au 19e siècle, on en discutait déjà. Mais voilà, enfin, on trouvait un arrangement, et puis c'était aussi une bonne manière aussi ici de faire sa pub, et les dossiers pro bono, bon, ça permettait aussi, voilà, pour un avocat de se faire connaître, etc. Bon, aujourd'hui, quand même, si une part de cette réalité demeure, il y a aussi un lien contractuel, et donc une responsabilité contractuelle qui est prégnante. Convention d'honoraires ou aide juridictionnelle, fondamentalement, ça ne change rien quant à la qualité des services qu'on doit fournir à notre client. Et donc, il n'y a pas de légèreté à avoir. C'est un véritable boulot, et ça peut véritablement poser des difficultés, du coup, d'aborder ces questions liées à l'aide juridictionnelle. Donc, effectivement, on pourrait résumer la chose, comme toute, en 3 aspects. C'est la question d'abord de la rémunération, ensuite du recouvrement, puis de la complexité administrative, ce que je vous indiquais à titre introductif. Bon,
Les montants, c'est délicat, parce que ça recouvre chaque réalité d'avocat, et donc ça sera probablement jamais suffisamment rémunéré, évidemment, mais parce que, une fois, ce n'est pas une rémunération, c'est un dédommagement à l'aide juridictionnelle. Donc c'est normal que ça n'aille pas, qu'on soit moins rémunéré par rapport à tout ça, c'est logique. En ce qui me concerne, de mon point de vue, qui est stricto personnel, pour moi, la question des montants à l'aide juridictionnelle n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Déjà, les contentieux à l'aide juridictionnelle, on va pouvoir considérer, dans une certaine mesure, c'est pas toujours exact, que ce sont des contentieux de masse. C'est-à-dire, pas qu'il y en a énormément non plus, mais ils sont fréquents. Et donc, la charge de travail, une fois finalement qu'on a ouvert un dossier, par exemple, j'en sais rien, en contentieux locatif, etc., somme toute, on peut récupérer son argumentaire dans le cadre d'un autre dossier. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins bien traité, je ne parle pas de copier-coller, mais le travail prospectif et intellectuel, il va pouvoir être réutilisé. Donc, ça va vraiment dépendre. En fait, la question, c'est qu'on réfléchit au forfait sur des missions génériques, là où la convention d'honoraires, elle a ce côté, on s'affine exactement par rapport aux tâches. Par exemple, on peut prévoir un taux horaire avec une convention d'honoraires, ce qui est évidemment pas possible avec une aide juridictionnelle. De même, avec une aide juridictionnelle, on ne peut pas prévoir d'honoraires de résultat, donc de pourcentage en cas de réussite. Donc évidemment, forcément, tout ça rechigne un petit peu les avocats à se lancer là-dedans. Par exemple, un exemple tout à fait concret, la réalisation d'un divorce par acte mutuel via convention rédigée par acte d'avocat, c'est en gros 800 €. TTC, oui, parce que même à l'aide juridictionnelle, on est payé sur la TVA. 800 € TTC. Mais évidemment, la charge de travail ne va pas du tout être la même si on est rédacteur ou relecteur. Il y a du boulot quand on est relecteur comme avocat, mais force est de constater qu'il y en a un qui rédige. C'est assez rare qu'on co-rédige. Il y en a un qui rédige, l'autre qui s'assure que les intérêts de sa cliente sont respectés. Et évidemment, les conventions de divorce, leur complexité va être fonction des clients. Si on est face à un couple qui n'a pas d'enfants, pas de biens immobiliers, sont locataires, etc., en vrai, 800 €, c'est honnête. C'est honnête. Il faut réfléchir à un taux horaire qui oscille, selon les cabinets d'avocats, 100, 200 €, parfois plus. Bon, ça dépasse quand même. C'est que, de base, ça veut dire qu'on s'intéresse à une clientèle qui comprend pas l'aide juridictionnelle. Au-delà de ça, à mon sens, une nouvelle fois, je suis tout à fait ouvert à la contradiction. Je suis un jeune avocat, donc on pourrait tout à fait me dire que c'est pas grave. Mais disons, ça reviendrait du coup à 400 €, parce que, grosso modo, profession libérale, 50% de ce qu'on perçoit ne vient pas dans nos poches. 50%, ça part à l'État, cotisation, structure, tout ça. Des fois même, c'est plutôt 2/3 qui partent ailleurs, selon la structure considérée, les loyers, l'équipement informatique, photocopieuse et compagnie, ça peut rapidement être élevé. Si on a passé, mettons 1 heure, 2 heures sur un dossier, être rémunéré 400 € entre guillemets net, c'est jouable. C'est pas absurde. De même, il y a des fois des aides juridictionnelles quand on vient assister un client en garde à vue pour une audition, on est rémunéré 300 € TTC. Bon, mais la garde à vue, elle peut durer. On peut être mobilisé pendant jusqu'à 24 heures, donc mettons 10 heures, 8 heures à faire des auditions, à être présent, à être rappelé, et il y a une confrontation, et il y a une deuxième audition, etc. Des fois, il y a des gardes à vue où l'avocat n'est présent que le temps d'une audition qui dure 45 minutes. Et donc des fois, c'est très rentable, en vrai. Donc c'est extraordinairement disparate par rapport à un forfait. Donc ce sera toujours difficile de trouver un juste milieu. Néanmoins, ça a été revalorisé. On est remonté, je crois que c'est 36 € l'unité de valeur, donc ça a un petit peu augmenté. Et c'est sans cesse quand même une revendication des barreaux.
qui fait on va passer à une lecture d'article, hein, mais effectivement, il y a peut-être du renfort à avoir là-dessus, mais très clairement, à mon sens, c'est pas ça la problématique majeure. Moi, la problématique majeure, c'est la difficulté du recouvrement de l'aide juridictionnelle, qui touche effectivement avec des conditions d'octroi l'aspect administratif, tout simplement parce que, en gros, il y a deux situations. Mettons dans le cadre du pénal, soit on est commis d'office et on est autorisé à produire les documents pour justifier de l'octroi de l'aide juridictionnelle après l'instance pénale, tribunal de police, selon certaines conditions, tribunal correctionnel, etc. Mais le client, soit il est parti en prison, soit en liberté, on le revoit plus. Donc, génial, pas terrible. Soit alors, autre possibilité, on n'est pas commis d'office, et dans ce cas-là, on prépare un dossier, mais le dossier doit être déposé au plus tard le jour même de l'audience. Sauf que le client, il n'est pas toujours très fiable. Mettons, on n'a toujours pas les documents, et le jour même, il se pointe avec. Techniquement, c'est légal, il est dans les délais, mais nous, on va pas attendre la veille ou le matin même de l'audience pour brosser le dossier. Donc en fait, on est dans une situation qui est très précaire, et qui fait que, de plus en plus, on a recours à ce qu'on appelle à des conventions d'honoraires suspensives, c'est-à-dire la convention d'honoraires s'appliquera si il y a refus d'aide juridictionnelle. Refus d'aide juridictionnelle, soit parce que les conditions du justiciable ne permettent pas cet octroi-là, soit alors parce que le justiciable n'aura pas fait le nécessaire pour ça. Mais ça crée une dimension très compliquée. Surtout qu'il y a certaines procédures pénales, on l'évoquait, l'aide juridictionnelle garantie est venue largement solutionner ça. Mais par exemple, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui sont des contentieux en droit pénal qui vont vite, très vite, et parfois au détriment de la régularité des procédures, les gars se pointent le jour même, il y a des procureurs qui vont être sympas et qui vont autoriser le renvoi, mais enfin, demander le renvoi uniquement parce qu'on n'est pas sûr d'être payé, à titre personnel, moi je suis pas bien à l'aise de ralentir toute la chaîne judiciaire pour une question d'honoraires. Et de même, ce n'est pas dans l'urgence que je vais me présenter avec une convention d'honoraires en disant vous me payez ça, l'avocat est obligatoire, monsieur, madame veut pas, renvoi en correctionnel. Bref, ça donne un petit peu le sentiment qu'on prend le client à la gorge, alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. On devrait être là uniquement pour discuter du dossier. Avant qu'il y ait l'aide juridictionnelle garantie, donc un dispositif mis en place par le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, qui permet en gros, dans certaines procédures pénales, en gros c'est l'État qui fait l'avance de l'aide juridictionnelle. Et à charge pour l'État de venir recouvrir, avec les moyens de l'administration, les sommes qui ont été indûment perçues à une personne qui n'avait finalement pas droit à l'aide juridictionnelle. Par exemple, ça nous sauve énormément en matière de comparution immédiate, ce truc-là. Mais moi, ça m'arrivait plein de fois avant la mise en place de ce dispositif. J'allais voir le gars dans la journée, on m'appelait 1 heure avant, bref, je me pointe, etc. J'ai une demi-heure d'entretien à peu près. Je regarde le dossier, je me rends compte, il n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle. Je sais que je travaille gratuitement. Je vais engager ma responsabilité et je vais travailler pour peanuts. Parce que le gars, à la fin de la comparution immédiate, soit il est libre, soit il est en prison et je ne le reverrai jamais. C'est logique. Et en même temps, je ne vais pas lui faire signer une convention d'honoraires alors que j'ai très peu de temps avec lui pour préparer sa défense. Quel lien de confiance je crée dans ce genre de situation ? C'est absurde. C'est absurdissime, un truc pareil. Je ne discute pas honoraire quand je suis dans l'urgence de défendre quelqu'un qui peut véritablement finir en tôle. Et donc il y avait plein de dossiers où je disais je serai pas payé parce que monsieur n'est pas au RSA, j'y arriverai pas. Voilà, plein de cas. Et tous les cas où les avocats font des conventions d'honoraires dans ce moment-là, franchement, je sais pas si je peux leur tirer mon chapeau, mais moi, on va dire que je ne suis pas à l'aise avec cette question-là. Moi, mes conventions d'honoraires, je prends le temps de les expliquer, je les envoie par mail, j'attends que mes clients me les rendent par mail, ils ont bien le temps, bref, je les prends pas avec le couteau de l'horloge sous la gorge. Donc,
Franchement, pas terrible. Et même cette aide juridictionnelle garantie qui existe, c'est un bonheur, ben, ça n'existe pas pour tout. Par exemple, ce type de procédure, effectivement, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, même si c'est écrit en gros, en gras, sur chacune des convocations, que l'avocat est obligatoire et qu'il leur appartient à chaque client d'étudier leur droit juridictionnel, on n'y coupe pas 1/3 à 2/3 des justiciables, donc il y en a une trentaine par audience de CRPC qui se pointent, ne savent même pas qu'il fallait un avocat, parce que c'est des branquignoles. Vraiment, c'est misérable. Et nous, on est là, on se retrouve bien embêtés, parce qu'on est la petite aiguille qui va dire, excusez-moi, monsieur, je sais pas s'il a droit à l'aide juridictionnelle, donc je demande le renvoi. Certains procureurs sont cool, d'autres ne le sont pas. Et ça peut être chaud, hein. En vrai, c'est pas des petites audiences, ça peut vraiment donner lieu à une condamnation. C'est pas des choses qui peuvent être mal considérées. Donc déjà, je considère qu'il y a vraiment un problème dans l'octroi de l'aide juridictionnelle, mais comme je disais, le vrai souci, pour moi, c'est la partie de ping-pong entre le greffe, le bureau d'aide juridictionnelle, la CARPA, c'est absolument abominable. Je rêve d'un monde où les gens, ils aient une carte fiscale sur eux comme une carte vitale. Ça, c'est ma situation. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, parce que maintenant, on est passé à l'impôt à la source, donc on permet d'avoir des trucs qui sont actualisés. Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est ignoble. Et je pense pas que l'État va s'amuser à simplifier la chose, parce que les demandes d'aide juridictionnelle, elles ont été exponentielles, et ça fait bien l'affaire de l'État de ne pas avoir à payer constamment, hein. Donc, je pense qu'on n'est pas sorti du sable dans cette question-là, alors même que la problématique, elle est véritablement, elle est là, elle est véritable, cette problématique. Elle est vraiment pas à négliger. Donc, ce petit tour d'horizon fait, je vous propose la lecture d'un article rédigé par maître Didier Lecomte, ancien bâtonnier du Val d'Oise, maître de conférence à l'université de Paris-Cergy, le GEP. Un très très chouette article qui date de janvier dernier, qui revient sur l'avis de la Cour des comptes du 13 octobre 2023. Et si j'ai le temps, une petite lecture, j'aimerais bien, d'un bouquin que je me suis offert, j'ai pas encore eu le temps de lire entièrement, de Anne-Charlotte Kervolen, 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 j'espère que je le prononce bien, l'aide juridictionnelle, que sais-je vraiment, édité chez Les Trois Colonnes. Donc voilà, un petit, Anne-Charlotte Kervolen, j'espère que je le dis bien une nouvelle fois, docteur en droit privé et auteur d'une thèse doctorale sur la société pluriprofessionnelle d'exercice. Donc c'est voilà un petit ouvrage qui vaut pas très cher, moins de 15 € et en combien de pages en tout ? Ouais, en une centaine de pages, qui revient sur c'est quoi l'aide juridictionnelle, les pièges administratifs, etc. Voilà, donc moi je l'ai feuilleté, je me suis pas encore plongé dedans à 2000%, j'espère pouvoir en faire une petite lecture tout à l'heure pour vous montrer le style, voilà, si ça vous plaît, etc. Mais ce genre d'ouvrage pratico-pratique de la profession, franchement, ça fait du bien. Et voilà, donc d'abord l'article que je trouve franchement complet sur la situation actuelle de l'aide juridictionnelle. Puis peut-être la lecture autour d'un petit chapitre, d'un petit passage sur ce bouquin-là. Mais voilà, je le trouve très bien fait. Et voilà, pour en avoir lu quand même quelques chapitres, l'avoir feuilleté, etc. Voilà, si vous posez des questions comme avocat sur l'aide juridictionnelle, là, très franchement, je pense que c'est probablement le bouquin qui est le plus complet là-dessus. Bon, allons-y pour la petite lecture. Donc c'est un article qui a été publié chez Dalloz Actualité. Quand la Cour des comptes ostracise sans compter, soit la rémunération des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Le 13 octobre 2023, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport sur l'aide juridictionnelle, regard critique, par Didier Lecomte. La Cour des comptes rend un nouveau rapport sur l'aide juridictionnelle alors que le dernier publié sur le sujet remonte à 2016, la gestion de l'aide juridictionnelle et les autres interventions de l'avocat. Arrêtons-nous sur les points qui pourraient intéresser la profession d'avocat. Comme dans son précédent rapport, la tendance s'agissant de la profession consiste à considérer que non seulement la profession ne doit pas réaliser de marge bénéficiaire, mais encore mieux, les avocats ne prenant pas en charge les dossiers à l'aide juridictionnelle devraient être mis à contribution pour abonder
le budget de l'aide juridictionnelle. Cette croyance motivée se retrouve parfaitement ancrée chez les magistrats du Conseil d'État, mais aussi chez ceux de la Cour des comptes. Ainsi, l'on peut lire dans le rapport de 2016, comme un regret de la Cour des comptes, l'État n'a pu obtenir aucune contribution de solidarité du barreau, dont moins de la moitié des membres participent au fonctionnement de l'aide juridictionnelle et supportent ainsi une charge qui, comme on a jugé le Conseil d'État, est la contrepartie du monopole de représentation qui bénéficie à l'ensemble des membres de la profession. C'est dire à quel point il n'est pas question que l'avocat gagne sa vie en traitant des dossiers dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Au contraire, la profession devrait être solidaire du justiciable et ou de l'État dans la mise en œuvre de sa politique de l'accès au droit et de la définition du budget qui est affecté. Mais cela est bien normal puisque de l'avis même du Conseil d'État, si l'avocat travaille à perte, ce n'est que la juste contrepartie du quasi-monopole qui lui est octroyé par la loi. Monopole qui est quand même un petit peu à relativiser. Voilà, oui, il y a le monopole existe en bonne partie. Bon, en gros, dans tous les contentieux qui sont au-delà de 10 000 euros devant le tribunal judiciaire, enfin, pas tout ce qui est en dessous. Ce qui n'est quand même pas rien. Il est aussi une lacune remarquable contenue dans ces rapports de 2016 et de 2023 qui consiste à ne jamais évoquer les coûts de production des cabinets d'avocats. De même, lorsque sont évoquées les augmentations successives du montant de l'unité de valeur, chacun veille à ne jamais vérifier si cette augmentation suit au moins le rythme de l'inflation. Chose curieuse, enfin, la Cour des comptes indique dans son dernier rapport que désormais l'aide juridictionnelle ne relèverait plus que du seul budget de l'État. En effet, il précisait qu'il a été mis fin au financement complémentaire issu de la taxe sur les contrats d'assurance et sur une partie du produit de certaines contraventions. La Cour des comptes oublie seulement de comptabiliser les financements issus des intérêts générés par les sommes transitant par les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats, les fameuses CARPA. Faut-il rappeler que l'article 235-1 du décret 1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les produits financiers des fonds et faits aux valeurs mentionnés sont affectés exclusivement au financement des services d'intérêt collectif de la profession et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance ainsi qu'aux œuvres sociales des barreaux, ainsi qu'à la couverture des dépenses du fonctionnement de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. Or aujourd'hui, la plupart des produits financiers affectés aux dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et à celui de l'aide à l'accès au droit, on avait fait une petite vidéo, l'aide à l'accès au droit, c'est notamment les centres départementaux d'accès au droit, c'est-à-dire les petites permanences où les gens peuvent venir consulter un avocat de manière ponctuelle. C'est organisé soit mensuellement dans les communes, soit hebdomadairement, selon les endroits. Devient prépondérante par rapport aux dépenses d'intérêt collectif de la profession. Certaines CARPA n'ont d'ailleurs plus les moyens d'assumer des dépenses d'intérêt collectif et sont même contraintes parfois de solliciter une cotisation de la part des avocats de leur barreau. Finalement, ces avocats qui versent une cotisation financent indirectement le fonctionnement de l'aide juridictionnelle sans tirer aucun avantage des produits des placements générés par l'argent des justiciables, ou plutôt de quelques-uns. La Cour des comptes aurait pu, à tout le moins, chiffrer le montant de ces financements au budget de l'aide juridictionnelle, qu'ils proviennent des produits financiers des CARPA ou des cotisations des avocats. Ces quelques remarques formulées, revenons sur certains points à discuter. J'en profite, puisqu'on parle aussi ici de cotisation, une aberration. C'est que, même à l'aide juridictionnelle, tout client a la charge de ce qu'on appelle le droit de plaidoirie, qui est d'un montant de 13 € par audience. 13 €, même quand on est à l'aide juridictionnelle. Qui est le génie qui s'est dit que des gars à l'aide juridictionnelle, on allait se pointer avec une petite caisse dans les contentieux d'urgence, etc., CRPC, comparution immédiate. Excusez-nous, il y a 13 € là pour la caisse des avocats. C'est ridicule. Enfin, du coup, le droit de plaidoirie que je suis censé faire répercuter sur mon client, eh ben, en réalité, je le fais qu'à ceux qui sont avec qui je suis lié par une convention d'honoraires. Le reste, mais c'est walou, je m'assois dessus. Je perds 13 € par dossier d'aide juridictionnelle. Parce que c'est absurde. Mais c'est absurde. Et ça devrait être, éventuellement, dans le cadre de la condamnation du dit client, qu'il soit, comme il y a des frais de fonctionnement, il y a des taxes dues du haut tribunal et qui font l'objet d'un recouvrement par les agents du Trésor public. Mais là, les 13 €, sans rire. Sans rire, il faut vraiment que j'aille chercher. Mais c'est absurde.
Et puis quoi, je fais la monnaie aussi, et le gars, il a un chéquier, mais non, il n'a pas de chéquier, mais je vous le fais après l'audience, maître. Mais vraiment, quel génie, hein, le gars qui a fait ça. Parce qu'au pire, vous avez qu'à faire une convention d'honoraires suspensive. Eh ben oui, je vais mandater un copain huissier pour aller récupérer 13 balles. Non mais... Vraiment, quand je parle qu'il y a des dysfonctionnements, vraiment, mais c'est ahurissant. L'usine à gaz de ce truc. La première question qui se pose est de savoir si le quasi-monopole dont bénéficie la profession doit être payant. Sur ce point, nous montrerons que la Cour des comptes et le Conseil d'État campent sur une position totalement erronée en droit, en économie et en management d'entreprise. La seconde concerne l'utilisation des procès des attentats pour dénoncer le fait que certains avocats auraient perçu, au titre de l'aide juridictionnelle, des sommes d'un montant anormalement élevé, sinon scandaleux. Nous montrerons que les magistrats de la Cour des comptes ont oublié de compter, confondant chiffre d'affaires et rémunération ou salaire, La question restera de savoir si cette confusion provient d'une erreur commise de bonne foi, tant elle est grossière, voire injurieuse pour les avocats concernés. La dernière question portera sur la situation de la France au sein du Conseil de l'Europe en matière de justice. En effet, la Cour des comptes recourt au rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, pour dénoncer le fait que la France est peut-être trop généreuse quant au champ d'application de l'aide juridictionnelle. Il fallait oser, dans la mesure où ce point est sûrement le seul parmi les éléments abordés par le Conseil de l'Europe, dont la France pourrait s'enorgueillir. Or, nous le savons, depuis qu'existe ce classement, la France est un des plus mauvais élèves parmi les pays du Conseil de l'Europe. Plus mauvais en quoi? En termes d'accès, en termes de dépenses. La Cour des comptes nous donnera l'occasion de le rappeler dans le détail. Peut-on racheter un monopole? Mais d'abord, de quel monopole parle la Cour des comptes et le Conseil d'État? S'agit-il d'un monopole juridique, économique? On ne le sait trop. L'État aurait confié à la profession le quasi-monopole de la représentation en justice et de la consultation juridique, tout comme la loi de 19 Ventose de l'an 11, 10 mars 1803, a confié le monopole des soins aux docteurs en médecine, ou encore l'article L. 4362-9 du Code de la santé publique, qui a confié un monopole de la délivrance des verres correcteurs et des lentilles correctrices aux opticiens lunetiers. Toutes ces professions paient-elles un prix pour bénéficier de ce monopole? Non. Et d'ailleurs, si on listait toutes les professions bénéficiant d'un monopole et pas seulement d'un quasi-monopole, nous ne pourrions que constater qu'aucun n'est mis à contribution. À lire l'étonnant de cette position, le quasi-monopole de la représentation et de la consultation aurait été confié à la profession pour son seul bon plaisir. La seule réponse convenable serait de renvoyer les auteurs de cette théorie à leur classique, celui de l'intérêt général notamment. A-t-on confié le monopole des soins aux docteurs en médecine pour leur seul bon plaisir? Doit-on rappeler que dans le cadre de la couverture maladie universelle, les visites chez les médecins conventionnés sont payées au même tarif que pour les autres patients? Leur a-t-on demandé un sacrifice en contrepartie de leur monopole des soins? Non. Il est malheureusement nécessaire de rappeler que des monopoles ou quasi-monopoles confiés à des professions réglementées le sont dans un but d'intérêt général, c'est-à-dire dans le seul but de protéger les bénéficiaires ou les consommateurs, ici les justiciables et les consommateurs de droit, face à la forte asymétrie d'informations générée par la matière. Mais au-delà des principes généraux, le seul bon sens permet de régler la question. Peut-on imaginer que les sociétés, comme Eiffage et Vinci, auraient accepté les concessions autoroutières si l'amortissement du prépayé ne permettait pas d'entrevoir la moindre marge sur chaque exercice de la période de concession? La situation pourrait aussi être comparée à celle des entreprises assumant des missions de service public universel. En effet, à ce titre, l'État doit compenser les pertes liées à la prise en charge de ces missions de service public sans pour autant que ces compensations soient qualifiées d'aides d'État. On en voit un exemple à travers le service public universel de la Poste et le fameux timbre rouge qui génère une perte annuelle d'environ 500 millions d'euros pour la Poste. Mais y a-t-il réellement un monopole juridique? À l'évidence, non. Et c'est là que l'analyse du Conseil d'État et de la Cour des comptes pêche gravement. Il nous est dit que la profession bénéficierait d'un quasi-monopole. Mais la profession n'est pas un acteur de marché au sens économique du terme. La profession, en réalité, c'est environ 53 000 cabinets qui se livrent une concurrence de plus en plus acharnée. Rappelons quand même que la notion de monopole au sens économique du terme est depuis longtemps définie dans les manuels d'économie, même de base, qui en donnent une seule et même définition. Ainsi, en situation de monopole, l'entreprise bénéficie d'une rente de situation, c'est-à-dire d'un surprofit généré par une défaillance du marché, défaillance elle-même générée par l'absence de concurrence. Difficile donc de prétendre que ce monopole dont disposerait la profession conduirait à une rente de situation ou à un surprofit dont bénéficieraient les 53 000 cabinets d'avocats. À titre de comparaison, les opticiens sont environ 44 000 à se faire concurrence.
Il est alors difficile de considérer que la profession devrait payer pour bénéficier de ce monopole, puisque dans ce cas précis, elle ne bénéficie d'aucune rente de situation. C'est même tout le contraire, et à double titre. Premièrement, la réglementation de la profession, qui, elle, est la véritable contrepartie du quasi-monopole de la représentation et de la consultation, génère, faut-il le rappeler, une augmentation des coûts de production des cabinets. Deuxièmement, les unités de valeur versées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ne couvrent jamais les coûts de production du cabinet pour une qualité de traitement moyenne. Le raisonnement de la Cour des comptes et du Conseil d'État ne résiste donc pas à l'analyse, mais il pêche encore du point de vue de la science de gestion. En effet, il est clair qu'un avocat qui respecte son serment ne peut réaliser de marge sur un dossier traité dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale avec la qualité qui normalement devrait s'imposer. Il faut se souvenir que pendant longtemps, les pouvoirs publics affirmaient avec aise que si les avocats prétendaient subir des pertes lorsqu'ils intervenaient dans une procédure financée par l'aide juridictionnelle, ils ne l'avaient jamais démontré. La conférence des bâtonniers et le barreau de Paris ont fini par commander une étude sérieuse au cabinet KPMG 2016-2020 et un premier rapport a été présenté à la chancellerie. À partir de ce premier rapport, de 2016, les pouvoirs publics pouvaient difficilement maintenir leur position, mais le Conseil d'État viendra à leur secours en affirmant que ces pertes n'étaient que la juste contrepartie du quasi-monopole dont bénéficiait la profession. Néanmoins, puisqu'il est maintenant admis que l'avocat travaille à perte dans le cadre de l'aide juridictionnelle, n'est-il pas nécessaire de rappeler quelques fondamentaux ? N'y a-t-il pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 un article 6 qui parle d'égalité devant la loi et un article 13 qui parle d'égalité devant les charges publiques ? Ce dernier texte est intéressant dans la mesure où les avocats paient non seulement l'impôt sur le revenu, pas tous, certains, puisque certains fautes de revenus suffisants ne le paient pas, mais en plus, ils devraient abonder le budget de l'État en matière d'accès à la justice et aux droits, et donc payer pour travailler. Les pertes subies sont parfaitement chiffrables. Rappelons qu'une perte est réalisée lorsque l'avocat paie plus de charges qu'il ne perçoit de recettes. L'avocat subit plutôt, alors une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. Mais ce qui est important, c'est de constater que cette dernière formule correspond justement à la définition de l'impôt communément admise. N'y aurait-il pas alors une sérieuse entorse au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant les charges publiques, de même que devant la loi ? Le procès du terrorisme et les sommes exorbitantes versées à certains avocats. Depuis 2021, l'UNCA reçoit de l'État les fonds nécessaires à la rémunération des avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Rappelons que l'UNCA produit des statistiques à destination du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. À ce titre, l'État verse à l'UNCA le prix de sa prestation. Alors attendez, l'UNCA, j'ai un doute sur l'acronyme, c'est l'Union nationale des CARPA. Voilà. Ouais, je vous avais dit CARPA, acteur essentiel avec le greffe et le bureau d'aide juridictionnelle. À ce titre, l'État verse à l'UNCA le prix de sa prestation, soit 65 000 € par an. Observons que le montant de cette subvention n'a pas augmenté depuis 2017. Sans doute que l'inflation s'arrête aux portes de la profession, un peu comme le nuage de Tchernobyl aux frontières françaises. Revenons-en au procès du terrorisme et aux rémunérations versées aux avocats à cette occasion. La Cour des comptes nous donne des chiffres sur ces rémunérations versées aux avocats acteurs de ce procès, chiffres qui ressortent de données du ministère de la Justice. Malheureusement, elle oublie de préciser que si ces sommes sont considérées TTC ou hors taxe. Ah oui, c'est un peu chaud. Il est surprenant que les magistrats de la Cour des comptes n'aient pas précisé ce point. Il est en effet impossible que tous les avocats impliqués dans cette procédure soient tous concernés par la franchise en base de la TVA. Or, après vérification, il s'avère que les sommes les plus importantes versées à 2 avocats l'ont été TTC. Par conséquent, il faut retrancher les 20% de TVA collectés, ce qui bouleverse les calculs qui vont suivre, puisque tous les montants versés ont été considérés hors TVA. Mais cela questionne sur la rigueur intellectuelle de nos magistrats de la Cour des comptes. Donc si on va par là, on aurait... donc là on a un petit tableau, on nous dit que pour Reims, Rouen, Montpellier, Paris, ont été versés par avocat de 75 000 €. Et pour d'autres barreaux, voilà, Colmar, Nanterre, Angers, Bobigny, Lyon, autres barreaux, etc., on est à 216 000 par avocat intervenant au procès. Bon, moi je sais pas combien il y avait d'avocats. Ce sont évidemment les 2 premières lignes qui ont choqué nos magistrats de la Cour des comptes, magistrats qui n'ont pas manqué de reprendre à leur compte la position du Conseil d'État dans son avis du 18 juillet 2017. Dans cet avis, le Conseil d'État indiquait que lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent dans une même instance ou plusieurs instances des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre d'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. Un mécanisme de cette nature aurait pu être défini dans le cadre d'une procédure certes exceptionnelle,
dans son ampleur et dans sa gravité, mais qui justifiait néanmoins de mettre en place un dispositif de régulation adapté à ces enjeux et aux coûts engagés par l'État. Alors, là-dessus, bon, je connais pas exactement l'avis de 2017, mais cette vision me pose un petit peu souci. Dire que c'est une seule et même mission parce qu'on dépose des conclusions identiques qui posent au juge les mêmes questions, c'est oublier que l'avocat a un travail de consultation et de disponibilité quasi permanente envers les clients. Peu importe que ça soit les mêmes conclusions, les mêmes questions, il faut bien les expliquer. Il faut bien aussi accompagner chaque client dans l'obtention des conditions juridiques, à produire des attestations, si on a besoin, par exemple, j'imagine dans le cadre d'un préjudice corporel, est-ce que tel client, telle victime avait par exemple des loisirs pour faire valoir un préjudice d'agrément, est-ce qu'elle avait une antériorité, bon bref, même si on peut poser des questions similaires voire analogues, chaque cas est similaire. On peut poser en droit des conclusions quasi identiques, mais la réalité factuelle et donc, par exemple, la production de chacune des pièces en soutien à ces mêmes questions est un véritable boulot d'accompagnement auprès des clients. Donc dire que c'est une seule et même mission, je suis pas d'accord. Non, c'est pas... Non. C'est pas le même taf. Et je dirais même que c'est pas le plus dur d'écrire les conclusions. C'est tout le travail de fourmi pour monter le dossier. Donc ça déjà, il y a une lecture qui me paraît un peu cavalière. Et d'ailleurs, l'assertion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque la Cour des comptes aurait été informée du fait que le ministère de la Justice aurait indiqué qu'un travail sur ce point était en cours. Et rappelle que les règles de dégressivité ont déjà joué un rôle dans la limitation de la dépense. Qu'on ait une logique de dégressivité, à la rigueur, pourquoi pas? Ça, je pourrais l'entendre. Mais qu'elle soit une seule et même mission, les gars, vous grattez total. Cependant, les rétributions constatées, non contestées par le ministère, témoignent de concentration possible de sommes très importantes au bénéfice d'un seul avocat. Nous reviendrons sur cette difficulté. Ça aussi, peut-être que quand on est commis d'office, on pourrait répartir pour que ça n'arrive pas dans le cadre d'un seul avocat. Peut-être possible. Voilà, on peut mettre en place pour que, à minima, les fonds des aides juridictionnelles aident une globalité de cabinets. Pas un seul, n'en demeure pas moins qu'il y a quand même le principe que le justiciable puisse choisir son avocat. Donc si c'est commis d'office, on essaie peut-être de répartir. Si c'est pas commis d'office, c'est le jeu. C'est le jeu. S'il y a 100 parties civiles qui veulent mettre Tartampion, c'est un droit fondamental de choisir son avocat. Avant d'aborder le fond du problème, une seconde difficulté doit être abordée, qui concerne les montants versés au titre d'aide juridictionnelle, au moins pour les deux plus importants. Premièrement, comme indiqué plus avant, ces deux montants sont en réalité TTC, ce qui change la donne, et deuxièmement, les chiffres sont inexacts. Ainsi, l'avocat de Reims a perçu 3 112 000 euros hors taxe, soit 3 744 000 euros TTC, et non 4 610 872 euros TTC. Quoi qu'il en soit, l'État a déjà récupéré 632 000 euros au titre de la TVA. Mais surtout, et deuxièmement, annoncer un chiffre TTC sans le dire et le présenter comme une rémunération questionne sérieusement la rigueur intellectuelle des magistrats de la Cour des comptes. Pour ce qui concerne la Cour des comptes, et cela vaut aussi pour le Conseil d'État, il semble bien que leurs membres ne maîtrisent visiblement pas la notion d'entreprise. Il est vrai que le droit ne connaît pas l'entreprise, et l'on ne s'étonnera pas que le juriste ne connaisse pas son fonctionnement non plus. Quoi qu'il en soit, nos magistrats confondent tranquillement chiffre d'affaires TTC et rémunération, alors que les deux notions sont de nature radicalement différentes. Rappelons le contexte du procès des attentats du 13 novembre 2015. Le procès a duré 9 mois, le dossier comprenait 542 tomes et 1 million de pages. Il ressort aussi des comptes rendus d'audience que les avocats, tant des accusés que des parties civiles, connaissaient parfaitement leur dossier. Ainsi ne vaut-il pas mieux commencer par compter avant d'émettre un jugement de valeur hasardeux? La première question que l'on doit se poser est celle du nombre d'heures passées sur ce dossier par les avocats en question, de leur saisine par leurs clients après l'ordonnance de renvoi et jusqu'au délibéré. Ce calcul doit débuter par l'évaluation du temps passé, non pas à lire le dossier, mais à s'en imprégner, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En effet, s'imprégner d'un dossier d'1 million de pages, on a pu le lire aussi 1 million de cotes, prend certainement plus de temps que de lire 2500 romans de 400 pages chacun. Et encore,
le roman, une fois lu, est immédiatement rangé dans la bibliothèque. Le dossier, lui, a dû être ressorti par les avocats de multiples fois, ne serait-ce que pour préparer les audiences du lendemain, en fonction du programme annoncé. Tentons d'estimer le temps passé pour la lecture du dossier. Considérons que sur 1 million de pages, 250 000 pages seulement étaient exploitables et exploitées. Prenons une base de 2 minutes par page, 2 minutes qui comprendraient la lecture, la prise de notes et la relecture, même si cette dernière ne consiste qu'en une relecture partielle du dossier. 2 minutes, cela peut paraître peu si l'on considère le fait que la prise de notes prend du temps, que de nombreux documents doivent être comparés pour déceler par exemple des modifications des propos des accusés au fur et à mesure des auditions. Mais admettons, à 2 minutes par page, cela correspondrait à 8333 heures de lecture, d'analyse et de prise de notes. À cela, il faudra ajouter le temps passé avec les clients, dont il convient de rappeler qu'ils étaient tous dans une situation psychologique difficile, certes à des degrés différents, mais néanmoins difficile. Ce qui suppose un minimum de temps de dialogue avec l'avocat, au moins dans les premiers temps. L'avocat a dû tous les rencontrer, les rassurer, mais aussi les informer de l'état de la procédure. Il a dû leur faire des comptes rendus d'audience pour ceux qui n'étaient pas présents. Peut-on estimer que cela nécessitait à minima 250 heures de travail? Par exemple, l'avocat de Reims assistait 144 parties civiles. Si l'on prend une moyenne de 2 heures passées avec chaque client, rendez-vous, téléphone, échange de courriel, on arrive à environ 288 heures de travail, 272 pour celui de Rouen. Il y a eu aussi les journées passées à l'audience pour lesquelles on retiendra 148 journées à raison de 8 heures quotidiennes, soit un total de 1184 heures. Il y a eu aussi les heures supplémentaires de préparation quotidienne des audiences et des comptes rendus d'audience pour lesquels on retiendra une moyenne de 3 heures par jour, soit 444 heures. Le lecteur admettra que le nombre d'heures dépassées a certainement été minoré, mais peu importe. Si l'on reprend le rapport KPMG, dont visiblement la Cour des comptes a eu connaissance, mais qu'elle n'a pas exploité, le coût de production moyen d'un cabinet était en 2021 de 126,34 € hors taxe. Production horaire moyen. 126,34 € hors taxe. Dit autrement, une heure de travail pour l'avocat lui coûte 126,34 €. Fixe et variable confondus. Ainsi, le coût de production au procès peut être évalué de la façon suivante. 8833 plus 1184 plus 288 plus 444, entre parenthèses 272, égale 1000... c'est bizarrement écrit. 10 749 heures pour l'avocat de Reims. 10 505 pour celui de Rouen. Soit un coût de production global de 1 358 028 € pour le premier et 1 327 301 € pour le second. À cela, il conviendrait d'ajouter les coûts variables et fixes inhérents au procès lui-même. Il y a d'abord les allers-retours en train, environ 37, soit 50 € un aller et 100 € l'aller-retour, parce qu'un billet en première serait tout simplement scandaleux. 3 700 €. Ensuite, il y a l'hôtel. Bon, je passe sur tout ça. Soit 23 180 € que nous ne compterons pas, puisque l'on considère que le coût de production horaire a été calculé sur l'exercice précédent. Néanmoins, les coûts de production augmenteront l'année suivante, et il fallait par conséquent les citer. Pour l'instant, le coût de cette procédure s'élève à 1 358 028 €. Pour celui de Reims, 1 327 301 € pour celui de Rouen. Si on considère que les deux avocats qui ont perçu les sommes les plus importantes, un constat s'impose. Celui de Rouen, 136 parties civiles, a un différentiel positif de 14 446 €, et celui de Reims de 1 753 972 €. Pour l'instant, doit-on à ce stade évoquer le cas des avocats de la défense qui ont perçu chacun 64 313 € TTC? Si les concernant, l'on ne retient que les 8 303 heures de prise de connaissance de dossier, voilà, on arrive à un coût de 1 202 377 €. Ils ont par conséquent perdu 1 138 064 €, plus la TVA. Les membres de la Cour des comptes ont-ils conscience de cela? Mais ont-ils seulement eu envie de le voir? Pour les deux premiers de la liste, on serait tenté de dire que celui de Rouen aurait gagné 1,32 € brut avant charge sociale de l'heure, et celui de Reims 163 €. Mais pour nos deux avocats, c'est un peu plus que du brut, et il est donc impossible de considérer ces sommes comme des rémunérations. En réalité, il s'agit du bénéfice de l'entreprise, bénéfice qui comprend la rémunération de l'avocat, ce qui n'est pas la même chose.
c'est qu'en effet, le calcul est loin d'être définitif s'agissant de la rémunération nette de l'avocat. De fait, la difficulté concernant les avocats, c'est qu'ils sont dans une écrasante majorité soumis au régime des bénéfices non commerciaux, et donc à la comptabilité de caisse, argent rentré, argent sorti. Dans ce cadre, l'entrepreneur individuel n'a pas droit à une rémunération, mais à un bénéfice. Si l'on reprend les chiffres du procès du terrorisme, le premier réalisera un bénéfice de 1 753 972 € et le second 13 875 €. Premièrement, et encore une fois, il ne s'agit que d'un bénéfice et non de rémunération. En théorie, en matière d'entreprise, le bénéfice devrait se décomposer comme suit. Une rémunération pour l'avocat entrepreneur individuel, une partie pour rémunérer l'avocat investisseur, et le reste reviendra à l'entreprise pour les investissements, les financements du besoin en fonds de roulement. En réalité, un autre intervenant viendra prendre sa part de bénéfice, la Direction générale des finances publiques, nous y reviendrons. Mais alors, quelle est rémunération pour l'avocat ? L'on pourrait prendre comme base le salaire du magistrat de la Cour des comptes. Sur le site de l'institution de la rue Cambon, on peut lire que les magistrats sont payés entre 4 200 € pour jeune magistrat et 9 250 € pour un conseiller maître en fin de carrière, net par mois, prime comprise, soit une moyenne de 6 725 € pour environ 152 heures de travail par mois, dont 35 heures par semaine. Soit dit en passant, et sans humour cynique, les avocats de la défense dans le procès des attentats auraient certainement aimé percevoir une telle rémunération et ne l'auraient certainement pas volé. Cependant, si l'on retient une rémunération de 6 725 € pour 152 heures de travail, l'avocat de Reims, pour 10 749 heures de travail, devrait légitimement recevoir à titre de rémunération 476 600 €, répartis sur plusieurs années, mais quand même. Le bénéfice du cabinet ressort. Bon, ce dernier résultat est intéressant, puisque, ok, je passe un petit peu. Donc, je passe un petit peu des calculs. Donc, en définitive, pour le premier avocat, celui de Reims, il y aura un impôt sur le revenu de 768 596 €. Et pour l'avocat de Rouen, l'impôt sur le revenu serait égal à 0. Ainsi, l'avocat de Reims aura réellement gagné, net de charges sociales et d'impôt sur le revenu, 61 € de l'heure, et celui de Rouen, 1 € de l'heure. Si l'on raisonne sur le bénéfice, hors charges sociales et hors impôt sur le revenu, et que la trésorerie en permette le prélèvement en totalité, ce qui est quasiment impossible comme nous l'avons vu, l'avocat de Reims aura gagné en théorie 163 € de l'heure, et celui de Rouen, 1,32 €. Bon, des calculs. D'accord, attendez, je un petit peu. Nous n'avons évoqué que les deux seuls cas dans lesquels les avocats avaient gagné leur vie et on nous accordera que les évaluations faites l'ont été à minima. Mais cela concernait 2 avocats, les 250 autres ont perdu de l'argent. Que dire alors lorsque la Cour des comptes reprend la formule du Conseil d'État et écrit « Lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent dans une même instance ou dans plusieurs instances des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat et les représentants au titre de l'aide juridictionnelle réalisent à leur égard une seule et même mission. » Ainsi, l'affaire aurait été réglée. Nos 2 avocats de Reims et de Rouen auraient perdu de l'argent. Ces avocats auraient alors payé leur tribut pour l'accès au droit et à la justice des plus démunis. Reste maintenant à faire payer les avocats qui ne traitent pas de dossier dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Ceux-là doivent absolument payer, la Cour des comptes le regrette. L'État n'y est à ce jour pas parvenu. Mais nos magistrats ont oublié de penser les conséquences de leurs propos. Alors pensons et comptons ensemble. Si une telle mesure était mise en place, plus aucun avocat, du moins on l'espère, n'accepterait de prendre plus d'une partie civile. Dans ce cas, la note serait très salée pour le budget de l'État. Si l'on prend l'exemple du procès des attentats, en considérant un avocat différent par partie civile et en ne tenant compte que du seul droit commun, la note aurait été de 97 383 008 € hors taxe, au lieu de 54 466 000. La calculatrice vaut souvent mieux que les passions tristes. En tout cas, cela en dit long sur l'état d'esprit de nos magistrats. Non sans humour, pourrait-on dire que dans la mesure où le Conseil d'État dispose du monopole de la justice en dernier recours, il serait naturel que l'on prélève une part du traitement des conseillers afin d'abonder au service public de l'accès au droit et à la justice des plus démunis. Mais même dans ce cas, il en resterait. Or, nous parlons d'avocats qui, dans leur très grande majorité, ont perdu de l'argent. Et de lire ou relire la théorie des sentiments moraux et de la richesse des nations d'Adam Smith. La justice française au sein du Conseil de l'Europe. La Cour des comptes ne recule devant rien en faisant référence au rapport CEPEJ de 2022 pour dénoncer le fait que la France est peut-être trop généreuse quant au champ d'application de l'aide juridictionnelle. Or, l'on peut lire dans ce rapport du CEPEJ que parmi les pays dont le PIB se situe entre 20 000 et 40 000 € par habitant, le taux de participation au pourcentage de ce même PIB
place la France au 9e rang sur 11. On peut encore y lire que la France engage par la justice 72,53 € par habitant, ce qui nous place à la 26e place sur 44, mais à la 37e place sur 44 en pourcentage du PIB, à égalité avec la Turquie, la grande démocratie que l'on sait. Pour le budget exécuté de l'aide juridictionnelle, on apprend qu'entre 2018 et 2020, 22 États l'ont augmenté, tandis que 20 autres l'ont diminué. La France fait partie de ce deuxième groupe, ce qui vient d'ailleurs contredire les propos de la Cour des comptes, qui affirme le contraire. Conclusion, 2 tendances principales ressortent de ce rapport de la Cour des comptes. 1. La France est trop généreuse s'agissant de l'accès au droit et à la justice des plus démunis. Dit autrement, il faut réduire le budget dans cette matière. Comment? En resserrant le champ d'application de l'aide juridictionnelle et en faisant payer le plus possible la profession d'avocat. Et ce, de deux façons. Premièrement, en mettant aussi à contribution les avocats qui ne traitent pas de dossiers dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Deuxièmement, en réduisant encore la rémunération de leur travail. D'ailleurs, sans frémir, les magistrats de la Cour des comptes ne manquent pas de préciser, page 50, que la rétribution moyenne par dossier dans le cadre de l'aide juridictionnelle est de 416,20 €, ce qui implique, si l'on reprend le coût de production horaire moyen d'un cabinet d'avocats, 126,34 €, que celui-ci doit passer en moyenne moins de 3h29 par dossier s'il ne souhaite pas perdre de l'argent. Il n'en gagnera que s'il passe moins de 3,29 heures sur le dossier. Mais combien aura-t-il gagné? Cherchez l'erreur, messieurs les magistrats. Il est temps pour certains de commencer à compter vraiment plutôt que d'ostraciser sans compter. Bon. Voilà un article qui me paraissait... bon voilà, on sent qu'il y a une petite vénéritude derrière. Bon. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très largement en tension et que le coût des procès exceptionnels suite aux attentats de 2015 a mis une focale probablement assez injustifiée là-dessus. C'est que oui, il y a eu beaucoup de dépenses, mais en fait, il faut réaliser quelle a été la charge de travail et le temps passé et les coûts fixes, les coûts de roulement d'un cabinet d'avocats. Et au-delà de ça, ça montre bien que et finalement, je parlais de plusieurs difficultés sur la rémunération, les conditions d'octroi, l'obscurité administrative, etc. Mais en fait, il y a une quatrième difficulté, c'est que cet enjeu de l'aide juridictionnelle, c'est tellement pas clair pour personne qu'en réalité, on ne se comprend pas sur un sujet qui est aussi essentiel. Les magistrats ne comprennent pas les avocats ne comprennent pas les magistrats qui ne comprennent pas les avocats, et les justiciables ne comprennent ni l'un ni l'autre. Et pour ainsi dire, les justiciables qui sont à l'aide juridictionnelle, on a un peu le sentiment qu'en fait, ils s'en foutent un peu aussi. C'est pas le propos, c'est pris en charge, débrouille-toi l'avocat avec. Parce que là, dans tout le temps passé, là, on n'a pas compté le temps qu'il a fallu pour essayer d'obtenir l'aide juridictionnelle. Et moi, j'aimerais bien savoir combien de dossiers à l'aide juridictionnelle ont été effectivement traités par les avocats et n'ont pas fait l'objet d'une rémunération, parce qu'au bout d'un moment, tu baisses les bras, parce que c'est trop pénible. Moi, je pense que dans ce type de dossier, les avocats en question, ils l'ont plus fait, ils ont été rémunérés d'un point de vue médiatique, et c'est bien normal. Ils ont bossé comme des gros malades parce que vraiment 1 million de pages de dossiers, je pense que tout le monde a sué. Et qu'il y ait quelques articles de presse, qu'il y ait quelques interviews, etc. C'est bien mérité. C'est une profession qui repose quand même sur la notoriété. Voilà. Mais on réduirait les règles là-dessus. On fait plus d'aide juridictionnelle, les gars. Si on va s'arrêter, Donc, c'est vrai que c'est vraiment particulier, ce traitement qui est fait à l'avocat. Et je trouvais du coup que cet article était franchement intéressant là-dessus. Ça mettait bien la focale. J'ai vu un autre petit article que je trouvais intéressant. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'arrive à le retrouver. Où est-ce que je l'ai planqué? Parce que je me dis, j'avais peur en fait que les deux articles se répondent et en réalité, en fait pas tant que ça. Ils se répondent pas tant que ça. Donc je vais essayer de retrouver. C'était un autre article. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. C'est aussi publié, je crois, chez Dalloz Actualité. Et je pense que ça peut être intéressant. Ça. Il est assez court. Mais ça peut vraiment venir en complément. Et je trouve que ça pourrait être effectivement assez intéressant. Alors attendez. On va essayer de... Je l'ai mis dans mes mails. On va le retrouver rapidement. Voilà.
Hop, c'est bon. Je l'ai. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'afficher? Bon, alors on l'ouvre avec notre moteur de recherche. C'est bon. Allez, la Cour des comptes face à l'augmentation de l'aide juridictionnelle. La Cour des comptes vient de publier un rapport, donc on est pareil, hein, on est sur ce qui s'est passé le 13 octobre dernier. Le budget de l'aide, donc c'est un article qui a été rédigé par Pierre Januel, journaliste pour Dalloz Actualité. Le budget de l'aide juridictionnelle a fortement augmenté ces dernières années, les dépenses passant de 342 millions d'euros en 2017 à 630 millions d'euros en 2022, plus 13% par an. Les affaires civiles concentrent 60% de la dépense, le pénal 29% et le contentieux administratif 11%. Les projections du ministère prévoient l'augmentation continuera ces prochaines années avec un budget anticipé de 863 millions en 2027. Pour la Cour, la participation variable des avocats à l'AJ pose question. L'aide juridictionnelle représente environ 10% des honoraires facturés par les avocats aux particuliers. Toutefois, elle se concentre sur un tiers des avocats, la proportion augmentant dans les petits barreaux avec une rétribution annuelle moyenne de 20 708 euros en 2021. L'aide constitue donc un enjeu important pour une minorité d'avocats. La faible rétribution des missions est régulièrement contestée par la profession. La conférence des bâtonniers vient d'ailleurs de demander l'augmentation très substantielle de l'unité de valeur. Mais la Cour rappelle que pour le Conseil d'État, l'aide juridictionnelle est une contrepartie du quasi-monopole, je reviens pas là-dessus, on l'a vu. La Cour des comptes esquisse des solutions pour diminuer le coût de l'AJ, elle met en avant l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont une approche plus restrictive que la France, donc ça on l'avait vu aussi. Autre piste en lien avec la volonté de développer les modes alternatifs de règlement des différends, l'aide juridictionnelle pourrait permettre de solvabiliser les procédures en médiation, ce qui aura un coût. Elle pourrait aussi devenir un outil de filtrage des requêtes. La Cour note que le procès des attentats a entraîné une dépense d'aide juridictionnelle de 54 millions d'euros, avec certaines rémunérations très élevées. Cela devrait conduire à rendre dégressifs certains montants versés. Des réformes permettant un renforcement des contrôles. Différentes réformes ont été menées comme le nouveau système d'information de l'aide juridictionnelle, visant à dématérialiser les procédures. La Cour est sévère sur la gestion de ce projet au dysfonctionnement important et à la gouvernance longtemps confuse. Par ailleurs, depuis 2020, la loi a fait du revenu fiscal une référence, le principal critère d'éligibilité à l'aide juridictionnelle. Une réelle simplification qui facilite le travail des bureaux d'aide juridictionnelle. Pour la Cour, dégagée de ses missions chronophages, les BAJ pourraient se concentrer sur d'autres missions, exercer leur pouvoir d'appréciation des demandes. La loi de 91 leur donne en effet la possibilité de déroger aux conditions de ressources ou de refuser l'aide, notamment si l'action de justice apparaît irrecevable, dénuée de fondement ou abusive. Or, ils n'utilisent actuellement ces possibilités que dans un faible nombre de situations. Par ailleurs, les BAJ pourraient mieux contrôler le fait que l'attributaire ne dispose pas déjà d'une protection juridique et recouvrer plus fréquemment les cas d'attribution indue. Pour cela, la Cour souhaite que le ministère de la Justice établisse une doctrine d'action. Bon, c'était en résumé l'article qu'on a bien lu. En vérité, j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci, puis par le second. Non, commencer par celui-ci et conclure avec l'article qu'on a lu en premier. Bon, encore un petit peu de temps. J'aimerais bien quand même qu'on lise un petit passage de ce bouquin-là sur l'aide juridictionnelle, que sais-je vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On rentre un peu dans la cuisine. Allez, on va lire un petit passage de la deuxième partie du livre, Aide juridictionnelle et justiciable, avec un chapitre 1, l'aide juridictionnelle est un dispositif de très large portée du fait de l'étendue de son domaine d'application. Quel est ce domaine? L'aide juridictionnelle en matière civile et administrative. L'aide juridictionnelle concerne les procédures en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant les juridictions judiciaires et administratives dans l'ordre interne français. Elle est accordée pour toute ou partie de l'instance. Elle peut également être accordée dans les cas suivants: à l'occasion de la procédure d'audition du mineur, prévue par l'article 388-1 du Code civil, à l'occasion de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bon, je passe un petit peu sur les articles, etc. En vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu, dans le cadre d'une procédure participative, en matière de divorce par acte sous signature privée, à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire sur le territoire français. Par ailleurs, l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année ou pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à l'exécution.
L'aide juridictionnelle en matière pénale. L'aide juridictionnelle peut être accordée dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils à la suite d'une procédure contraventionnelle. L'aide juridictionnelle peut être sollicitée par le mis en cause devant le délégué du procureur de la République, tant est que celui-ci ait reçu pour mission de mener une médiation, une composition pénale ou encore une mesure de réparation mineure. L'aide juridictionnelle peut être accordée dans le cadre d'une composition pénale. La rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle est alors conditionnée par le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle classique auprès du BAJ par la victime qui doit remplir les conditions pour en bénéficier. Le jus des vies. Alors qu'est-ce que c'est que le jus des vies? Voilà. OVNI. L'association d'aide victime, accident, route, erreur. Ok, je vois pas du coup. Le juge délégué aux victimes, d'accord, peut exercer des fonctions juridictionnelles de deux façons différentes. D'une part, en présidant la CIVI, la Convention d'indemnisation des victimes d'infractions. D'autre part, la présidence des audiences correctionnelles statuant en pré-renvoi sur intérêt civil. À la suite d'une détention provisoire, le demandeur peut, pour demander réparation, solliciter l'aide juridictionnelle à condition de saisir le BAJ situé au tribunal judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. L'aide juridictionnelle peut être accordée en matière d'audition libre devant le service de police. L'avocat est rétribué, soit pour l'assistance de la personne suspectée au cours de l'audition, soit pour celle de la victime confrontée avec une personne entendue librement. Au cours de l'audition libre, l'indemnité forfaitaire intégrale versée à l'avocat est fixée à 150 € hors taxe, que l'aide juridictionnelle soit totale ou partielle. Pour obtenir l'aide juridictionnelle devant la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire, la saisine du BAJ n'est pas nécessaire. L'avocat a droit à une rétribution. En effet, l'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. Voilà, c'est ça. Qui peut demander l'aide juridictionnelle? Je vois dans le cadre du chapitre 2, le plaignant, la partie civile, l'accusé, le prévenu, les témoins assistés, le mis en examen, le condamné. Qu'est-ce qu'on peut lire de sympa? Exception les personnes morales. Par exception, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. À la SCI familiale, à condition qu'elle ne poursuive pas un but lucratif. Ok, intéressant. J'ai jamais eu de personne morale à l'aide juridictionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà. Bon, je vais pas, comme je l'avais dit, je comptais un petit peu plus le feuilleter, ce bouquin-là. Parce que c'est pas vraiment un bouquin qui se lit, c'est un bouquin qui se consulte. C'est à voir, voilà, si ce style. Ah, tiens, ben voilà. On va finir là-dessus. Sur un cas particulier, la procédure de CRPC, on en parlait justement. Dans le cadre d'une procédure de comparution sans reconnaissance probable de culpabilité, la personne convoquée est obligatoirement assistée d'un avocat. Dans l'hypothèse où le justiciable est éligible à l'aide juridictionnelle, il doit déposer le formulaire de demande d'aide juridictionnelle au BAJ dès remise de sa convocation. Dans ce cas, un avocat sera désigné dès que l'aide juridictionnelle sera accordée. Dans l'hypothèse inverse, le justiciable devra lui-même faire le choix d'un avocat, qui est ici obligatoire, et lui régler les honoraires correspondant à son intervention. Bon, vous voyez quand même, ça traite de tout plein de questions bien pratiques. Sur la date de prise d'effet, je vois de la décision d'aide juridictionnelle pour le droit pour le bénéficiaire. Ouais, il y a plein de trucs intéressants. Le cas où plusieurs personnes seraient assistées par un seul conseil. Ah bah tiens, au titre de l'aide juridictionnelle, en cas d'assistance de plusieurs personnes par un seul avocat, ce dernier est en droit de solliciter des honoraires aux autres parties qui ne sont, quant à elles, pas bénéficiaires de cette aide. Bon bref, vous voyez, ce petit bouquin, un peu moins là, d'une centaine de pages, eh ben, il se veut être très pragmatique, très concret, sur toutes ces questions qui ont trait à l'aide juridictionnelle. Donc si ça vous intéresse pour aller plus loin, eh ben, vraiment, je vous conseille ce bouquin d'Anne-Charlotte Carvolet. Je vais pas y arriver. Carvo-Hélène. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est écrit en majuscule, donc du coup, ils ont pas... je sais pas s'il y a un accent, un tréma. J'ai envie de mettre un tréma. Carvo-Hélène. J'ai envie de le prononcer comme ça, mais si... Ou alors Carvolène. Je ne sais pas. Voilà, édité chez les 3 colonnes. Donc, un bouquin intéressant. Vraiment, voilà, à consulter. Peut-être que si jamais je vois des pépites... Non, on en reparlera. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'aide juridictionnelle, eh ben, ça n'hésite pas dans les commentaires de ce podcast, etc. Et bref, je trouvais ça intéressant, la lecture notamment de cet article, qui remet un petit peu l'église au centre du village sur l'aide juridictionnelle. Mollo, c'est pas non plus le flouze plein aux as. Si on pouvait être un petit peu trivial / prosaïque. Bon, prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi soir pour la plaidoirie.
Et je vous dis à lundi prochain. On discutera soit de la question du RGPD, comme j'avais annoncé, soit j'ai un petit bouquin, je mis la main là-dessus. On verra si on peut en tirer quelque chose de sympa. On continue un petit peu sur l'aspect administratif et notamment sur les pièges à appréhender de la CPAM. Voilà. Donc le petit côté administratif, on continue un petit peu là-dessus, et ensuite on développera d'autres sujets. Voilà, j'ai pas encore déterminé les thèmes. On verra tout ça. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous dis à très vite.